Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis très content d'être parmi vous dans cette session qui rassemble des experts à l'échelle internationale, des experts de très haut niveau venant de la France, de la Suède, de l'Estonie et aussi d'autres pays. Donc, j'aimerais bien présenter nos intervenants qui sont ici avec nous. J'aimerais bien présenter le général Dominique Trinquant, former head of the French military. Je représente aussi le général Olivier Camp et Xavier Titelman, et aussi Dr. Arina Weiden, Associate Research Fellow, Swedish Institute of International Affairs. Et après, c'est Luigi Rebuffet, c'est le secrétaire général of the Women for Cyber Foundation. Après, je présente aussi Niklas Swanström, Director Institute for Security and Development, Swedish, I think. Mesdames et messieurs, chers intervenants, j'aimerais bien parler un petit peu de ce sujet que nous allons discuter aujourd'hui concernant la cybersécurité et les menaces hybrides à l'échelle internationale. Aujourd'hui, il faut dire que, je vais parler un petit peu en anglais pour qu'on puisse un petit peu mettre en place le contexte de cette session. Une session qui va traiter, comme je viens de vous dire, la cybersecurity and the hybrid threats, safeguarding nations in the digital age. As you know, the digital devolution has fundamentally altered the way nations operate, communicate, and safeguard themselves. However, this unparalleled interconnectedness has also created new vulnerability. The increasing frequency of cyber attacks, disinformation campaign, and hybrid threats has positioned. So digital security has one of the key challenges of 21st century. Every sector, from critical infrastructure and financial system and democracy's purposes, is at risk. Je vais parler en français. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est en train de changer ses paradigmes au niveau des relations internationales, des enjeux sécuritaires qui s'imposent. Aujourd'hui, les frontières entre la paix et la confrontation deviennent invisibles avec la montée en puissance des outils technologiques, surtout avec l'émergence de l'intelligence artificielle qui devient aujourd'hui une sorte de levier géopolitique, géosécuritaire, un levier géostratégique. Mais je pense aujourd'hui certaines questions s'imposent et avec nos intervenants, nous allons essayer un petit peu de comprendre, de voir, de décortiquer, de décrypter, d'anticiper et d'avoir des analyses très fortes, pointues. You have 3 minutes in order to explain just in the first intervention. How can nations strengthen resilience against hybrid threats that combines cyber attacks, disinformation and economic coercion? Vous avez 3 minutes chacun, un petit peu pour nous faire éclairer sur ce point-là. Comment les nations pouvaient augmenter leur résilience face à ces menaces hybrides qui combinent les cyberattaques, la désinformation et aussi l'économie de coercition, surtout avec le monde aujourd'hui que nous vivons, avec les guerres qui s'éparpillent, qui se prolifèrent à l'échelle internationale et de plusieurs points géopolitiques. Je vais commencer par le général Trinquant de mes côtés, comme ça. Donc vous avez 3 minutes, mon général, un petit peu pour nous éclairer d'une manière, 3 minutes pour essayer de répondre à la question. Merci. Merci. Je voudrais juste signaler à ceux qui le souhaitent qu'il n'y a pas de traduction. Donc vous entendrez soit en français, soit en anglais, mais il n'y a pas de traduction.
Alors, les guerres, je reprends votre terme puisque vous parlez de hybride et désinformation, et je voudrais lier les deux. Parce qu'en fait, la désinformation est multipliée par l'action cyber. Et j'en profite, puisque je suis français, pour vous faire part de ce qui se fait en France actuellement dans le domaine de la jeunesse. Les téléphones portables qui permettent d'avoir, comme vous le savez, toutes les relations cyber sont interdits dans les collèges en France et à partir de l'année prochaine seront interdits dans tous les lycées. Alors on pourrait penser qu'il s'agit d'une atteinte à la liberté, alors qu'en fait c'est une ouverture à la liberté. Pourquoi? Parce que la grosse difficulté dans le cyber, ce sont les algorithmes. Et qui sait comment sont calibrés les algorithmes? Alors que je voudrais rappeler que les réseaux sociaux, leur but essentiel, il ne faut pas se leurrer, c'est de faire du business. Et pour faire du business, eh bien, vous avez des algorithmes qui vous ramènent en permanence sur des sujets qui vous permettent de faire du business et d'avoir des pages de publicité. Et ceci amène à la désinformation. Je voulais terminer juste là-dessus, puisqu'on n'a que 3 minutes. C'est que, je vous donne un exemple. Meta vend des pages de publicité à des sociétés qui font de la propagande russe. C'est-à-dire que la désinformation est multipliée par le cyber, par un système commercial. Il suffit d'acheter une page et vous faites passer des systèmes qui vous désinforment. Et ces systèmes de désinformation, il faut les combattre et en particulier pour la jeunesse, les habituer, pardonnez-moi d'employer le terme, à réfléchir. Ensuite, ils feront le tri qu'ils voudront. Mais au départ, il faut les habituer à réfléchir et non pas ingurgiter un certain nombre de désinformations qui sont prônées par des réseaux dont le but est de faire de l'argent. Voilà, je vous remercie. Oui, merci beaucoup. Donc, on tient qu'aujourd'hui, effectivement, le monde est en train de changer. Donc, il y a certaines choses qui en train de se faire en France au niveau de légiférer un petit peu les choses parce que l'impact sur la désinformation devient aujourd'hui un outil de nuisance peut-être qui pourrait être entre les mains de certaines personnes. Et les algorithmes aujourd'hui ils pourraient façonner donc un déséquilibre si on n'arrive pas de faire attention par rapport à certaines choses. Donc je passe à Dr. Anna Weiden, Associate Research Fellow, Swedish Institute of International Affairs. You have some comment about this? Yeah, I do. Let me see. Thank you. As an educator and a former educator at university level, and I'm also been actually working some in elementary schools, I am complete agreement with General Trinquant that this is crucial. We talk about very high level protections and very technical kind of language, but if we don't educate our societies, our populations and our students to think and reflect and critically assess what kind of information they are receiving, then we are at a loss. And the use of TikTok and other types of applications we did as kids. We invented our own games. Nowadays, everything happens so quickly. We talk about fragmentation of the world order. We can also talk about mental fragmentation with all the information that we are receiving. And so to be able to counter hybrid threats and other type of threats, cyber threats, we need to be prepared. We need to teach our students, our children, how to deal with information.
And so, yeah, that is something I've seen this at first hand, how difficult it is for kids and for students, even very high-level students, to deal with this inflow of information. So, yes. Yes, thank you so much. Thank you so much. Effectivement, c'est une question qui est très importante, qui est très intéressante. Et aussi aujourd'hui, les menaces hybrides commencent aujourd'hui à se mettre en place. J'ai aujourd'hui, donc, j'ai une petite question au général, Will, au général Olivier. Donc, vous savez, aujourd'hui, la menace sécuritaire dans le Sahel, il y a la prolifération de plusieurs groupes terroristes. Et il y a aussi la menace que ces groupes terroristes utilisent l'intelligence artificielle, surtout avec donc, les informations que disposent certains États sur que, par exemple, quand on parle du groupe de soutien islamique musulman Jayed al-Ghali, quand je parle par exemple du groupe de Daesh, au Grand Sahara, Boko Haram, il y a une forte probabilité que ces groupes aient un jour des drones, d'ailleurs qui ne coûtent pas cher dans le marché. J'ai une question, s'il vous plaît. L'intelligence artificielle aujourd'hui, il devient un accélérateur de menaces. Les États sont-ils prêts à faire face aux attaques autonomes, aux semi-autonomes basées sur l'intelligence artificielle? Je voulais savoir votre vision en tant que général, avec une vision militaire, stratégique, et comment l'Europe et la France particulièrement en train de se préparer pour faire face. Merci beaucoup, mon général. Merci pour votre question. Oui, l'intelligence artificielle est un accélérateur finalement de la révolution numérique. C'est là où je vais faire peut-être un peu d'explication de mots. Cyber autrefois valait pour le numérique. Aujourd'hui, on a un espace numérique et le cyber s'est réduit. Même chose, on parle aujourd'hui d'attaques hybrides ou d'hybridation. Autrefois, on parlait d'asymétrique. Tout ça pour dire que la pensée militaire, les stratégistes, ils ont essayé petit à petit, depuis 25 ans maintenant, de préciser ces concepts. Et donc aujourd'hui, on est ce que les Américains appellent multi-domain operations, et ce que les Français appellent multimilieu, multichamp, pour dire que l'affrontement, il se fait soit dans des espaces physiques, terre, air, mer, espace, soit dans des espaces non physiques, intangibles, comme le cyber, c'est-à-dire l'espace numérique, comme l'espace informationnel, comme l'espace électromagnétique, etc. Donc c'est comme ça qu'on voit ça dans les opérations ou hors des opérations. Et votre question, elle est intéressante parce qu'elle nous lie finalement à un espace très opérationnel, celui qui se passe au Sahel, et puis l'espace de notre vie de tous les jours qui n'est pas opérationnel. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que justement ces aspects intangibles, comme ils sont finalement sous le seuil de létalité, c'est-à-dire là où il y a des morts, et bien finalement, les gens n'y font pas attention. Vous n'y faites pas attention, la plupart des gens n'y font pas attention. Seuls les spécialistes, comme ceux qui sont sur cette estrade, ils font attention, ils vont travailler soit sur le cyber, qui aujourd'hui est la sécurité des systèmes d'information, la sécurité du numérique, la sécurité de nos applications, de nos téléphones, de nos ordinateurs, et puis également la sécurité des informations et avec la lutte contre la désinformation, la mauvaise information, etc. Le problème, et si je reviens spécifiquement au cyber, puisque c'est quand même le titre de notre table ronde, c'est que dans le cyber, dans l'espace numérique, la difficulté que nous avons, nous, militaires et spécialistes, parce qu'il n'y a pas que des militaires, mais c'est quand même en général des militaires qui gouvernent ces choses-là, sur cet affrontement dans l'espace numérique, on a la difficulté d'identifier et d'attribuer les agressions et les attaques. D'abord parce qu'elles sont très très nombreuses, elles ont beaucoup de cibles, il y a beaucoup d'acteurs, et il y a beaucoup de manières de faire, et donc c'est extrêmement difficile. Ce qui fait que cette difficulté fait que désigner l'ennemi cyber, l'agresseur cyber, est très 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 difficile. Et finalement, dans la plupart des cas, sauf les cas les plus extrêmes, les plus durs, mais toute la petite cyberactivité, cyberagressivité, cyberconflictualité, on ne désigne pas l'ennemi. Et du coup, ça fait une sorte de révolution dans notre conception stratégique. Parce que dans l'espace numérique, finalement, tout le monde peut être un ennemi. Et je vois qu'il y a plein de jeunes, donc vous avez certainement entendu parler en sciences politiques de Hobbes, ce philosophe anglais du XVIe siècle, qui disait « L'état de nature, c'est celui de la lutte de tous contre tous ».
Et finalement, tout l'effort de modernité depuis le XVIe siècle a été de réduire cet état de nature et justement de pacifier nos relations. Or, avec le cyber, on est revenu finalement dans une sorte d'état de nature de lutte de tous contre tous. Ce qui fait que dans le cyber, paradoxalement, dans l'espace numérique, on n'a plus réellement d'amis. Tout le monde est un ennemi. Et quand vous regardez, quand nous, les spécialistes du cyber, on regarde les attaques, on s'aperçoit qu'on est autant menacé par les Russes et les Chinois que par les Singapouriens et les Israéliens ou les Américains. Ah, c'est quand même très gênant. C'est quand même très gênant. Et ce qui fait que les stratégies de défense dans le monde cyber doivent être non seulement multicouches dans la profondeur, etc. On a tout un tas de techniques et je ne vais pas rentrer dans ces détails techniques, mais elles doivent être aussi tout azimut, ce qui est extrêmement difficile. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon général. Bon, voilà, c'est des réflexions qui sont très pertinentes. Un diagnostic important. J'aimerais bien aller vers notre ami Luc Guérobuff. Donc sur cette question un petit peu qui intrigue tout le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, réellement, véritablement, on parle d'un État qui a une autonomie stratégique au niveau de la souveraineté numérique? Est-ce que la souveraineté numérique aujourd'hui, c'est un terme qui reste dans la sémantique, dans le langage, ou bien il y a réellement des leviers pour dire aujourd'hui cet État, il dispose d'une souveraineté stratégique au niveau numérique? Merci. Bonjour à tout le monde. Très amusant comme question, dans le sens que je me bats pendant 11 ans, plus de 11 ans, sur le terme souveraineté. Vous savez, bon, là je représente Women for Cyber parce que je suis à la retraite depuis quelques mois, mais avant j'ai créé European Cyber Security Organization, donc traité avec un partenaire public-privé, avec les gouvernements et tout le monde en Europe et au-delà. Et la question qui s'est posée, effectivement, je me rappelle la première fois, avril 2014, sur la souveraineté. Et les Français, évidemment, ils sont très fiers de la souveraineté, du mot souveraineté, mais moi j'ai toujours critiqué ce mot-là parce que souveraineté n'existe plus aujourd'hui. C'est un mot qui vient des lois, du roi et du souverain, mais aujourd'hui, concrètement, c'est un mot qui reste un mot politique. C'est quelque chose qui est bien, que les politiciens aiment bien porter en avant, que les citoyens comprennent très bien, parce que ils se sont propriétaires de quelque chose, de leur pays, ils représentent leur pays. Mais la réalité, la souveraineté n'existe plus. On est tous dépendants de quelque chose. Et la résilience qui nous manque aujourd'hui, c'est parce qu'on est dépendant de quelque chose. Et là, je voudrais dire un mot par rapport aux menaces hybrides, justement. Ces menaces hybrides sont la cause de notre dépendance. Et je voulais réagir. Je ne veux pas mettre en guerre avec les deux généraux, même si je suis beau-fils d'un général français, donc je connais comment. Mais le fait qu'on est dépendant des autres, et donc moi je ne cherche plus qui est le coupable. Le coupable, c'est nous, parce que nous n'avons pas fait le nécessaire pour être prêts à réagir face aux menaces. Donc la souveraineté, qu'est-ce que c'est? C'est parce qu'on n'a pas suffisamment construit notre indépendance. Indépendance jusqu'à un certain point, parce qu'aujourd'hui on est dépendant, et vous l'avez dit, de tous les GAFAM, et on ne peut pas faire différemment. Même si on arrête les États-Unis sont les trois acteurs principaux dans les câbles. Donc les autres pays, qu'est-ce qu'ils vont dire? Bon, la France, on peut dire oui, la France est souveraine, ou l'Europe est souveraine dans ça, mais alors les autres pays qui ne sont pas européens, ils ne sont pas souverains du tout. Ils ne seront jamais souverains parce qu'ils n'auront jamais les ressources. Donc la souveraineté, c'est un beau discours politique, mais moi aujourd'hui, je commence à lier le mot, parce que je dois accepter qu'il faut utiliser ce mot-là, même si je n'aime pas, c'est la résilience souveraine. C'est-à-dire, j'essaie de relier le mot résilience, qui est un mot très fort, ça veut dire être suffisamment indépendant, ou alors de créer des liens avec d'autres pays, d'autres fournisseurs qui sont de confiance,
avec le mot souverain parce qu'il dit on a un certain contrôle. Et il faut avoir le contrôle pas seulement sur la technique, mais aussi sur la capacité, sur le human factor, sur le facteur humain. Mais sur ce point-là, j'aimerais bien effectivement rebondir sur ce point de la souveraineté. Est-ce qu'aujourd'hui, à la lumière de ces métamorphoses, avec le numérique, la transition numérique, avec ces changements de paradigme au niveau qu'impose la technologie, l'intelligence artificielle, est-ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que nous sommes dans la souveraineté fonctionnelle, opérationnelle? Chaque État, il est dans la souveraineté fonctionnelle. Non, parce que chaque État est soumis à des pressions économiques et sociaux. Ces États qui font qu'ils doivent céder à un certain moment. Mais on est plus souverain. On ne peut pas être totalement souverain. On est dépendant, mais il faut savoir jusqu'où on peut être. Justement, quelle est la limite de notre dépendance? Il faut le bien connaître et il faut améliorer pour être de plus en plus indépendant, pour être de plus en plus en contrôle de la situation. Et grâce à ça, on va pouvoir faire face à des menaces hybrides de n'importe quelle je dirais nature, mais aussi n'importe quel pays, sans penser à l'attribution, qui est quelque chose totalement impossible à atteindre aujourd'hui. Et justement, et c'est là, et je termine par ça, pour moi, le mot cybersécurité, je me suis battu pendant longtemps pour la cybersécurité, c'est un mot qui commence à se vider. Parce que je suis passé de la cybersécurité à la cyberrésilience, à la résilience numérique, et maintenant, je suis arrivé à la résilience systémique. Parce que c'est le système qu'il faut regarder, c'est l'ensemble. C'est toutes les dynamiques non linéaires qui sont dans le système. Parce que regarder seulement les dynamiques linéaires du système va nous causer à tous les problèmes qu'on a vus aussi aujourd'hui en Ukraine. Parce qu'on a un problème, deux problèmes, on fait la somme, mais on ne multiplie pas. Et quand on le multiplie, ça explose. Tout à fait, merci beaucoup. Merci. Je passe maintenant à notre ami Xavier. Notre ami Xavier qui a parcouru beaucoup de terrains de conflit. Donc je pense que c'est un fin observateur de la situation, de ce couplage qui existe entre les menaces hybrides avec la doctrine Sharp Power russe qui est en train de se mettre en place dans le front en Ukraine. Et on voulait un petit peu, voilà, vous étiez là, j'ai suivi de très près donc vos interventions académiques et scientifiques très pertinentes. J'ai une petite question, cher Xavier. Vous savez, dans une perspective géopolitique mondiale, cette rivalité sino-américaine, d'ailleurs, qui se manifeste dans plusieurs nœuds géopolitiques, structure déjà le cyberespace. Vers quoi nous dirigeons? Fragmentation, bloc technologique ou nouvelle forme de multiplarité numérique. Mais avant que vous répondiez à votre question, j'aimerais bien présenter à vous, mesdames et messieurs, madame, désolé, Cristina Ogilo, former Minister of Foreign Ministry of Estonia. J'aimerais bien que vous saluiez la présence de son Excellence avec nous dans cette salle. Donc voilà, Monsieur Xavier, est-ce que vous pouvez nous répondre? Merci. Alors, il y a une continuité entre les actions militaires, pour parler de la Russie en particulier, qui impliquent une guerre ouverte sur son étranger proche, sur l'Ukraine souveraine, et la capacité d'utiliser des proxys pour nuire aux pays qui soutiendraient l'Ukraine. Et ça se voit partout dans le monde. Que ce soit utiliser la Corée du Nord pour attaquer la Corée du Sud au moment où la Corée du Sud fournit des obus, pour faire passer des missiles au-dessus du Japon au moment où le Japon fournit. Et ça, on le revoit dans tous les pays. Quand la Jordanie offre de la défense aérienne, le Hezbollah attaque la Jordanie. Quand on apprend que le Maroc fournit des pièces détachées à l'Ukraine pour les chars, eh bien le Front Polisario, via l'Algérie, recommence à faire des attentats dans le Sud. Donc finalement, il y a effectivement cette capacité pour la Russie d'utiliser énormément de leviers en prétendant que ce n'est pas eux, ce n'est pas nous, c'est des proxys. Et de la même manière, la guerre informatique, la guerre cyber, a une
Grosse complexité parce qu'il est compliqué d'attribuer chacun des faits, on l'a évoqué à l'instant, mais aussi de le faire comprendre à la population. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des certitudes, on a des preuves, on a des éléments qui nous permettraient de décider et donc de pointer du doigt. Et par diplomatie, par politesse, nous ne nous autorisons pas à désigner clairement la menace telle qu'elle est. Il y a un premier pays qui l'a fait, c'est la Pologne. La Pologne a ouvertement dit que les attentats sur son sol étaient des attentats terroristes organisés par la Russie, avec le financement par la Russie d'actes de déraillement de train. Mais quand en France, les Russes ont voulu organiser des attentats en juin 2024, et heureusement, l'artificier du FSB a fait brûler son explosif dans sa chambre d'hôtel avant que ça fonctionne. Heureusement, quand ils ont voulu mettre des explosifs dans les avions en Allemagne, heureusement, l'avion était en retard. Et donc, ça a pris feu au sol au lieu de prendre feu dans l'avion, par 2 fois. Quand ils utilisent des proxys, ça veut dire aussi qu'ils vont payer un pauvre type, ils vont le payer quelques centaines d'euros pour mettre le feu à des installations militaires. Et donc, finalement, ça donne un environnement dans lequel les Russes progressent, les Russes réduisent notre capacité à être résilients, la désinformation arrive à toucher de plus en plus de monde en disant « mais on n'est même plus capable de protéger un supermarché à Vilnius ». Le Ikea de Vilnius qui a été incendié, on a découvert que c'est les Russes. Ils arrivent à insuffler l'idée que la France est désunie, que le vrai ennemi, c'est l'État, que les institutions, c'est contre elles qu'il faut se battre, certainement pas contre la Russie. Et donc finalement, ce storytelling qui est en train de s'imposer petit à petit, on a été très très lent avant d'y répondre. Et il y a un certain nombre de pays qui sont exemplaires dans la capacité de résilience à tous ces événements, mais aussi de résilience en termes informationnels. Je pense à Taïwan, je pense à la Finlande, je pense aux pays baltes, des pays qui sont directement attaqués sur tous les leviers informationnels et matériels, technologiques, et qui fait qu'aujourd'hui, nos pays devraient s'en inspirer. Et en exprimant les choses clairement, en nommant les choses, et en s'autorisant à organiser des cours dans les écoles, etc. Et on en est vraiment au balbutiement. Tout à fait, merci beaucoup. Donc, je passe à Monsieur Niklas. Donc, j'ai une question un petit peu très technique et un petit peu spécifique à la Suède. Vous savez, la Suède est souvent citée comme l'un des États les plus avancés en matière de total defense. Donc, aujourd'hui, quelles sont, selon vous, les composantes essentielles d'un système national capable d'encaisser une attaque hybride majeure sans effondrement institutionnel? Donc, j'aimerais bien un petit peu savoir les leviers de cette vision de la Suède, totale défense, résilience sociétale. Comment vous avez pu réussir vraiment tel génie institutionnel en termes de technicité, ce couplage entre le technique et la stratégie? Vous arrivez vraiment dans une région géopolitiquement très forte au niveau de la rivalité technologique. Vous arrivez vraiment de mettre en place des approches et des mécanismes qui font aujourd'hui de la Suède un État qui arrive de se hisser parmi les États les plus forts en totale défense et la résilience sociétale. Merci. À Monsieur Niklas. Well, thank you very much. I have to do it in English now, sorry. Yeah. Well, what the Swedish government would need to do and what it's doing might be slightly two different things. What we need to look at is social cohesion. Social cohesion is part of these things that we see that our adversaries is focusing quite extensively on. Take Finland, for example. They have a much stronger social cohesion than we have, much more successful. And when we talk about hybrid threats, and the general pointed out that we had a concept before that was wider. I still think hybrid threats is too wide. One is really is a threat that is just below the threshold of war. The other one is when you focus on interdependence and how you weaponize interdependence. And the third one is when you attack the seams of society, when you attack the line between civil and military, when you attack the line between government and companies.
So you find the weaknesses in the system. And here, I think, is what we have failed in most of Europe and also in Sweden, where the adversaries targets where we know we have maybe less trust in, where they focus on discrediting the democratic system. Look at Belgium, for example. This is a case in point, where we see the Russians are really focusing on discrediting the democratic system. And this is, I think, where we have failed. Social cohesion, trying to strengthen that. If I go back until I did my military service, we did have a social cohesion. We had a total defense that was rather sort of unanimous in society. We have lost that, and we need to rebuild it. And this is really where we're starting to look at. I'm not overly concerned about meeting the challenges if we can identify them, but we also need to really build that sort of national cohesion. And here, the biggest problem for Europe is between Brussels and the member states. And this is where I think most of the target, or where they will put most of the effort in targeting, the weakness in the European system. And so it's not a national issue for Europe. It really is a combination of national resilience and European resilience. And we're not doing a fantastic job. We're doing a much better job than done before. The last 5 years has been a wake-up call. The last 3 years has been an extremely wake-up call. But we still have a lot of lessons to learn. So I'll stop there. Thank you so much. Maintenant, je me dirige à Madame la ministre Kristina Ojolande, former minister of Estonia. Vous savez, l'Estonie, moi je la considère comme le laboratoire mondial de la cybersécurité. Étant donné l'histoire, étant donné donc la géopolitique de la cybersécurité de la région, donc l'Estonie est souvent considérée comme le premier pays à avoir subi une cyberattaque massive d'origine étatique en 2007. Je pense aujourd'hui. Donc, Madame la ministre, avec le recul, quels enseignements doctrinaux estimez-vous encore se valoriser dans les stratégies de protection des États aujourd'hui, à la lumière de ce que vous avez vécu en 2007? L'Estonie, donc si je me rappelle très bien, il a connu donc une attaque massive. Bon, bien évidemment, il est avec le contexte géopolitique. Mais aujourd'hui, à la lumière de cette expérience, comme je viens de vous dire, votre pays aujourd'hui devient leader, un laboratoire mondial de la cybersécurité et la cyberdéfense. Vous avez acquis beaucoup d'expérience, vous avez développé plusieurs stratégies multidimensionnelles dans ce domaine, et vous êtes un pays pilier dans cette stratégie à l'échelle du continent. Je pense que beaucoup de pays cherchent de travailler avec vous dans ce sens. Donc, avec le temps, quels sont les enseignements à l'échelle des approches doctrinales, estimez-vous comme sous-évaluées dans les stratégies nationales, soit à l'échelle du continent africain, soit à l'échelle du... The main plenary hall, so I'm very pleased to be here with you, and thank you for reminding this event in 2007 in Estonia. First, what that cyber attack, or it can be even called war because it lasted about 1 month, what it brought to our understanding, in international understanding, is that you can just destroy the country, make a major chaos in institutions, in private sector without using any real weapons. You just use the technologies. And that was the case in Estonia in 2007.
when we had a very hard diplomatic relations with Russian Federation. There was a big dispute about removing the Soviet monument, the so-called Soviet soldier, from the major square to the military cemetery, and of course Moscow was very, very angry about that. We had attacks also against our embassy and ambassador in Moscow, and a lot of Russian social sites in that time around Russia suggested that Russian people should do something about this to avoid to remove this monument. And what we then experienced was exactly this major cyber attack, which started in 2007 in April and lasted about to the end of May. What it meant, how it was. I was a vice speaker of the parliament in that time myself. That meant that all the governmental institutions, the computers were down, we were spammed, the private sector, telecoms, media houses, banks, they hardly worked or didn't work at all. We got, like myself, I got a lot of spams in emails where they promised to kill me, and other politicians the same. So it was like 1 month, very, very, yes, hard times, I would say. What happened was we got immediately assistance and help in technical terms from EU countries and from NATO countries. And as a result, we managed to survive, and the Estonian state did not collapse, although it was the infrastructure and other major systems were down for a while. And the result, what happened immediately was that we strengthened our cybersecurity channels and also NATO immediately, and the international community took this attack very seriously. And from that time we can say that really the international cooperation in cybersecurity field started. And next year already, a year later, NATO organized, or no, this was not only NATO, it's like a multinational organization was founded. Multinational hub for research and studies, making kind of operations, following the international law development in this field, and etc. So, and now here we are in this 2025, when all countries are in one or another way familiar with the cyber attacks, and I guess that all countries around the world, including this African continent, is prepared to defend their countries and respond to the cyber attacks. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Bon. Maintenant, nous avons à peu près 30 minutes devant nous. Nous allons un petit peu déborder par 6 minutes, étant donné le sujet est très, très intéressant et très déterminant. Donc, j'ai une question un petit peu globale pour vous, chers intervenants. Donc, maintenant, aujourd'hui, bon, j'ai une question spécifique à vous, mon général. Vous connaissez très bien l'Afrique. Vous connaissez un petit peu la situation sécuritaire dans le continent africain et le rôle que joue le Maroc dans plusieurs situations. Nous avons discuté ce matin, donc l'élection de commissaire divisionnaire, je pense, Lucas Philippe, en tant que secrétaire général de l'Interpol. Vous savez, il y a plusieurs opérations dans la cybercriminalité, cybersécurité qui mènent l'Interpol. Dans le Maroc et la France participent activement. Je peux parler de Foglight, Neptune, je parle de
l'opération Hypnosis. Ce sont des opérations qui sont hautement stratégiques. Aujourd'hui, comment évaluez-vous? Donc, comment le Maroc, dans cette architecture de système de défense et de sécurité de le continent africain, qui est dans l'incohérence totale, il faut le dire avec toute exact, donc franchise, comment on pourrait, dans le continent africain, essayer un petit peu de travailler sur un écosystème qui est capable de garder la souveraineté stratégique et avoir une autonomie stratégique, parce que plusieurs infrastructures, que ce soit énergétiques, numériques, à l'échelle du continent, sont menacées par cette guerre hybride et qui parfois peuvent et pourraient être menées par des acteurs non étatiques. Étant donné, lorsque vous parlez par exemple de l'Iran, il y a l'unité 911 du corps de la Révolution qui existe dans plusieurs pays du continent africain. Comment le Maroc, l'Union européenne et particulièrement la France, la communauté internationale puisse avoir avec une vision plus globale les choses pour faire face à ces menaces qui pourraient être menées par des acteurs non étatiques et même parfois par des groupes terroristes, étant donné qu'il y a plusieurs mouvements terroristes dans la région et la sous-région. Merci. Merci beaucoup. Alors, je voudrais en fait séparer en deux parties et revenir sur la première partie que nous avons développée avec Madame. C'est que, et comme j'en profite parce que je vois qu'il y a beaucoup d'étudiants dans la salle, le premier point, c'est d'aiguiser l'esprit critique des gens. Aiguiser l'esprit critique des gens, pardonnez-moi, je disais tout à l'heure, en France, on va interdire les smartphones dans les lycées. Ce n'est pas une absence de liberté, c'est au contraire aiguiser la liberté d'esprit des étudiants. Et que quand on leur pose une question, ils n'aillent pas tout de suite sur l'IA chercher la réponse, mais qu'ils réfléchissent. Et ensuite, évidemment, chez eux, après, ils vont reprendre leur système, ils vont retravailler. Mais le premier point, pour les générations qui arrivent, qui ont l'habitude de ces outils en permanence, c'est aiguiser leur esprit critique pour qu'ils soient capables de voir, pas ce qui est faux ou vrai, mais se faire une analyse personnelle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et j'en viens là à votre sujet, globalement, en fait, l'intelligence artificielle, les systèmes vont tellement vite que les États avaient pris un peu de retard. Et merci, Madame, de nous avoir donné l'exemple de l'Estonie, qui a su, d'un seul coup, résister à une attaque massive. Je pense qu'aujourd'hui, les États se sont rendus compte de ce qui se passait et mettent en place des systèmes de lutte. Je vais vous donner, puisque vous parlez de la France, en France, nous avons mis un Viginium qui dépend du secrétaire général de la Défense nationale, donc auprès du Premier ministre, qui est un service qui permet de très rapidement cibler ce qui est vrai et faux et qui vient d'où. Et la France a changé complètement de stratégie il y a quelques mois. Avant, comme on le disait, on ne savait pas très bien, on mettait 1 semaine, 15 jours, 3 semaines pour répondre. Trop tard. 1,5 million de vues, 2 millions de vues. Maintenant, avec un système bien aiguisé comme Viginium, on peut répondre dans la journée. Donc, il y a une attaque et on vous dit, mais regardez bien, là, c'est faux. Et on peut vous dire, on va même parfois plus loin, c'est telle cellule qui est située à tel endroit qui a initié ce sujet. Et donc, je pense que éduquer l'esprit critique des auditeurs, et spécifiquement des jeunes. Pourquoi les jeunes? Parce qu'ils sont toujours sur ces outils-là. C'est le premier point. Le deuxième point, se donner des outils qui sont capables de contrer très rapidement les messages qui sont envoyés. Et Dieu sait s'il y en a. Il y en a des centaines de milliers par jour. Donc, être capable de réagir extrêmement vite. Et donc, quand on a l'esprit critique et qu'on vous propose d'autres solutions, vous êtes capable, vous, de lutter. Bien sûr, je me situe là, sur un domaine qui est la désinformation, et la désinformation portée par les attaques cyber, bien sûr. Donc, et sur la question du continent africain et le rôle que pourrait jouer le Maroc avec l'Union européenne dans la mise en place d'un écosystème, on a une stratégie un petit peu globale pour essayer de faire face aux menaces hybrides. Comme vous le savez. Oui, je pense qu'il faut qu'on suive un peu l'exemple qui nous a été donné par l'Estonie. Ça a été une alerte en Europe, ce qui s'est passé en Estonie. Et du coup, comme vous le disiez, tout le monde s'est regroupé et vous avez une trentaine de pays qui travaillent maintenant sur le système. Je pense que les relations entre le Maroc et la France sont suffisamment solides pour que des systèmes tels que Viginium, qui ont été mis en place en France, puissent être étudiés, copiés et reliés un peu
Et vous avez raison, Interpol, sujet important, Oui. qui permet de suivre après, Tout à fait. en essayant d'attaquer, c'est quelque chose d'important. Mais il faut que nous comprenions que la menace globale n'est pas seulement contre la Russie, la Chine, les États-Unis, Israël, etc. C'est une menace contre notre capacité de réfléchir. Nos démocraties, c'est d'exister quoi aussi. la force de nos démocraties? Tout à fait. C'est d'être capable de réfléchir et de choisir. Et donc, non pas faire les choix par d'autres, mais faire les choix par nous-mêmes. Oui. Thank you so much, sir. And a question. J'ai essayé de répondre à votre question sur la place du Maroc et le continent africain, Oui, j'aimerais bien. que j'observe depuis maintenant une quinzaine d'années. D'abord, le Maroc, en tout état de cause, aussi, c'est les entreprises marocaines qui vont dans le reste de l'Afrique, et notamment de l'Afrique francophone. Je précise Afrique francophone parce que quand vous regardez un peu plus large, pour élargir la vision sur l'ensemble du continent africain, vous apercevez que vous avez un certain nombre de pôles. Le Maroc en est un, mais vous avez l'Égypte, vous avez le Kenya, vous avez l'Afrique du Sud, vous avez le Nigeria avec une face de Janus, une double face, on parlera du Nigeria, mais voilà. Tout ça pour dire qu'il y a des pôles en Afrique et toute la difficulté, mais dans le domaine du cyber, de la sécurité des systèmes d'information ou de la lutte contre la désinformation d'ailleurs, on le retrouve sur tous les autres sujets. Certes, vous avez l'Union africaine, certes, vous avez les conférences, les sous-groupes régionaux, et en même temps, vous avez des problèmes de coordination et puis des États qui sont, on va dire, moins avancés que ceux qui sont en pointe. Mais pour revenir à votre question, je pense que le Maroc est finalement très en pointe parce qu'il est à la fois connecté sur ce qui se fait en Europe et aux États-Unis, il est quand même très relié, très émergent de ce point de vue-là, et en même temps il est en terre de mission sur le reste de l'Afrique et il a énormément de parts de marché à prendre, et disons les choses simplement, il les prend, et là je pense que les Français, les Italiens, les Espagnols, parlons de ceux qui sont voisins de la Méditerranée, on a tout intérêt à travailler ensemble. Merci beaucoup, mon général. Donc, effectivement, bon, ma prochaine question à madame, donc j'ai une petite question qui est un petit peu technique. Really, what governance model are most effective for ensuring global security without undermining digital freedom? I think that democratic systems are more efficient in dealing with these kind of issues. And once more, I have to say again, talk about the importance of developing critical thinking among people and learning things, but also I found it very interesting what my fellow panelists have talked about, systemic resilience, social cohesion. These things have to be thought together because, of course, we have the systems that we have. We cannot be completely independent, but I would say that democratic systems are more efficient in dealing with these type of threats. Since it's about providing tools, and it starts with at the human level. If the human level is not working, if we don't have social cohesion, then these kind of things do not work. And I'm not a specialist in cyber technology or anything like that, but I've done a fair amount of teaching, and
I'd like to say, contributing to developing critical thinking, and I think that is important. And in Sweden, we also have the case that smartphones are not allowed in schools. And so in the morning, the students would leave the smartphones in a bin, and then in the afternoon they will take them, and they are very eager to take them again, obviously. But I think it's a precondition for learning things, and because also what the smartphones does and the algorithm is that it creates almost like a narcotic dependence in our brains. And so if we are addicted to our phones, then we are not apt to think critically and to be open to other things. I'm not sure I completely responded to your question, but I, from my point of view, this is my response. Yeah, thank you so much. And the question of our friend, how can Africa develop regional cooperation mechanism to combat cybercrimes and promote data sovereignty? Xavier, s'il vous plaît. That's a tricky question. Okay, first, we have a problem because Africa is not united anymore. In a few years back, and I think that General could speak about it more than me, but a few years back, there was a real cooperation in safety, in economics, and now we see that more and more countries have some illegitimate... maybe I should speak in French. Okay. Et on voit qu'il y a de plus en plus de pays qui ont des gouvernements qui ne sont pas légitimes, qui n'ont pas l'expérience du pouvoir, et objectivement, qui n'ont pas les compétences. Si on regarde par exemple l'exemple du Mali et la coopération militaire avec ses voisins, je ne vais même pas parler de la France, quand les djihadistes sont venus à plusieurs reprises, systématiquement, la France est intervenue, et à chaque fois, c'était les Maliens qui devaient assurer la sécurité du Mali. À la troisième reprise, quand les djihadistes étaient revenus, avaient attaqué, la France avait repris cette position, et ce sont les Sénégalais à qui on avait dit, bah, finalement, c'est vous qui allez assurer la sécurité de cette zone du Mali. Et donc déjà, il y a une volonté de se battre, il y a une volonté de reconnaître un État et de se battre pour cet État qui n'est pas équitablement réparti dans tous les pays. Donc il n'y a pas une égalité de la qualité militaire, et il n'y a pas une égalité de la qualité du décideur politique. Et ça, c'est un problème. Déjà, on n'a pas le même niveau partout. Malgré les formations, malgré les engagements, malgré les milliards d'euros qui sont investis, on n'a pas un niveau qui permet de garantir qu'un pays soit capable de faire face à la menace lui-même. Et ensuite, il y a des enjeux qui vont diverger. On voit qu'un certain nombre de gouvernements, je pense encore une fois au Burkina Faso, etc., ont complètement abandonné un équilibre. Le Maroc, pour moi, est un pays qui est équilibré, qui est capable de parler à tout le monde, qui est capable... qui vont vous planter des couteaux dans le dos. Quand l'Algérie héberge, je reviens pour une fois le Maroc, quand l'Algérie héberge le Front Polisario, quelle coopération militaire vous voulez mettre avec un pays qui organise une insurrection et des attentats sur votre sol? Il y a un moment, il faut aussi que ces pays comprennent et s'agissent pour arrêter de représenter une menace et tenter de déstabiliser leurs voisins, parce qu'ils pensent, et c'est une erreur mais qui est malheureusement trop répandue, que déstabiliser son voisin va nous permettre de grandir. Déstabiliser, appauvrir, attaquer, provoquer de la pauvreté, certes, ça fait baisser notre voisin, mais ça ne nous enrichit pas nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment quelque chose contre lequel il faut vraiment lutter en désignant l'adversaire tel qu'il est. Et aujourd'hui, le Maroc est tout à fait conscient des problèmes de sécurité qu'il rencontre. Le Maroc fait le nécessaire, il a réussi à pacifier le Sud. On voit aujourd'hui une adhésion de la population dans la totalité du Maroc, dans son intégrité territoriale. Il n'y a plus de question.
Et aujourd'hui, vous avez la population marocaine dans toutes les zones qui reconnaît cette intégrité territoriale. Et vous avez toujours une volonté de déstabilisation qui vient de l'extérieur. Et donc c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, vous avez ceux qui admettent la réalité du terrain et avec lesquels vous pouvez travailler, et il y a ceux qui veulent vous déstabiliser, vous ou vos alliés. Et donc malheureusement, l'intégration régionale en termes de sécurité, elle ne peut pas se faire avec des gens qui sont soumis à des puissances qui vous sont hostiles. Malheureusement, nous vivons dans une région qui est très compliquée, très difficile, malgré donc la main tendue de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à maintes reprises. Et d'ailleurs, le dernier discours de 31 octobre, lors du vote de la résolution 2797 qui a consacré les initiatives de l'autonomie marocaine en tant que le seul cadre de négociation. Malheureusement, il n'y a aucune réponse jusqu'à maintenant de la part de nos frères algériens. Alors que, comme vous l'avez bien signalé, M. Xavier, il y a des défis, des enjeux sécuritaires qui dépassent les personnes. C'est toute une région, c'est toute la sécurité continentale et mondiale qui est en jeu. Merci beaucoup. Ma question prochaine à M. Niklas, c'est une question un petit peu technique sur la Suède. La Suède a développé récemment une architecture robuste de cybersécurité reposant sur le MCIB, le CRTC, les opérateurs d'importance vitale et une approche Zero Trust appliquée aux infrastructures critiques. Sur le plan technique, quelles sont aujourd'hui les vulnérabilités que vous jugez les plus préoccupantes? Est-ce que les attaques supply chain sur les fournisseurs industriels ou bien les compromissions de systèmes SCADA, ICC dans l'énergie, ou les campagnes de la data manipulation visant les bases de données gouvernementales? Et comment la Suède abrite-t-il ou bien arrive d'abriter entre durcissement, segmentation et maintien de l'interopérabilité entre acteurs civils et militaires dans le cadre de Total Defense. De Total Defense, donc juste pour vous dire, c'est une doctrine sécuritaire, géosécuritaire de la Suède qui est façonnée et qui excelle maintenant d'une manière incroyable. Merci à vous, M. Niklas. Well, first of all, I cannot speak for the Swedish government. For us, when you talk about the supply chain and you talk about, which I think is going to be a critical sector, what we have is a globalized supply chain dependency that is extremely problematic. We are reducing our dependency on Russian oil and gas, not as quickly as we should, but nevertheless, we are working on it. That has been exchanged for a technological dependency on China, which is another critical problem we will face for the future. So what we really has to do is to start looking at alternatives. First of all, we need to create an intra-European dependency, like-minded nations. We need to diversify, and of course Africa, North Africa is critical in this. It doesn't mean we will reduce our dependency on China. That's never going to happen. There will be always a dependency on China, but hopefully also China will be dependent on Europe. That said, with Russia, I do hope that we will decrease our dependency to zero. The Russian invasion of Ukraine is a crime against humanity, and I don't think Europe will go back to that sort of dependency again, hopefully. But it's going to be extremely difficult, and it's going to be costly. And the cost is really the problem. For me, creating that sort of independence, both in technology and in capacity, is not necessarily difficult to do, but it's extremely costly. So if you look at the microchip production, we can easily produce 2-nanometer chips if we put in the financial capital into that. We're not ready to do that. It's much cheaper to buy it from Taiwan.
So what we're looking at, as I see it, is from a Swedish point of view, we really need to strengthen European collaboration and the collaboration with like-minded states. And I hope for Morocco and a lot of the African states are like-minded states. South Korea, Japan, Australia, Canada are similar nations. I also think Europe needs to reduce our dependency on the United States. I think that's an unfortunate development we see today. So it's not necessarily about which ideology the partner has. It's much more important to look at how much of dependency do we have on individual actors. And right now we have a huge dependency on Russia, China, and United States. So I'm optimistic long term, but I think short term we will struggle with a lot of challenges in the system. But I'm not speaking for the Swedish government at all. Thank you so much. La prochaine question à notre ami le Buff, au Buffet. Donc, cher ami, donc voilà, à la suite de cette question de la Suède. Aujourd'hui, vous savez, l'un des problèmes du continent africain, c'est la dépendance au niveau technologique. Parce que vous disposez aujourd'hui de la technologie, de l'intelligence artificielle, la cybersécurité ou bien dans la cyberdéfense, et avoir une interopérabilité entre tous ces segments de sécurité nécessite effectivement plusieurs technologies qui sont très très importantes. Le continent africain est à la traîne, donc c'est pas un continent qui dispose effectivement d'une technologie puissante. Comment on peut, dans les relations ou bien dans la perspective de mettre un monde de paix, de sécurité, de stabilité, un monde équilibré, capable de travailler dans un écosystème cohérent pour faire face aux défis des enjeux des acteurs non étatiques, des groupes malveillants, ou bien des personnes malveillantes, ou bien des organisations transfrontalières ou bien transcontinentales. Comment on pourrait essayer de mettre en place un pacte mondial? Est-ce que vous pensez qu'un pacte mondial sur la technologie, sur la répartition équitable, ou bien le continent africain, vous avez évoqué Xavier tout à l'heure, le Burkina, le Niger, sont des pays qui sont très... Donc on ne peut pas les... Il y a beaucoup de retard. Il y a un cap en termes d'infrastructures numériques et technologiques. Comment le monde North Global avec South Global À long terme, peut-être. On se retrouve dans 200 ans et on va en discuter. Mais il faut être pragmatique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, il existe un pacte mondial. Ça s'appelle Internet. C'est un système, c'est une plateforme qui nous permet de dialoguer comme autrefois n'existait pas. Moi, j'ai vécu une époque où je commençais à faire du codage sur des cartes perforées, punching cards. Donc, à l'époque, n'existait pas Internet. Aujourd'hui, on a créé Internet et on peut dialoguer. Et ça, c'est une espèce de norme de relation. On a créé des relations avec tout le monde. Maintenant, et on l'a laissé ouvert avec ses problèmes et ses avantages et pour l'échange d'informations. Mais pour travailler, et aujourd'hui, on va avoir une autre révolution qui s'appelle l'intelligence artificielle. Le problème, c'est que l'Internet est, je dirais, mise en commun. L'intelligence artificielle est la propriété de quelques sociétés qui n'est pas vraiment en commun. C'est ce que nous, on met en commun, c'est nos données. Donc, on offre gratuitement nos données. Et là, il faudrait voir comment faire évoluer ce système de, je dirais, ces règles
pour l'intelligence artificielle, pour vraiment pouvoir travailler ensemble et ne pas être dépendants. Les gens, l'éducation. Parce que c'est là, donc les jeunes, on a parlé beaucoup de jeunes, et c'est pour ça aussi que je continue à travailler dans Women for Cyber, c'est parce qu'on essaie de faire venir surtout les 50% de la population qui est moins, historiquement moins dans la cyber, de les faire participer, mais pas parce qu'ils sont des femmes, mais parce qu'ils sont des personnes comme tous les autres. Parce qu'on a besoin de tout le monde qui soit d'abord des bons citoyens, qui savent utiliser la cyber, deuxièmement, qui se posent des questions face à la désinformation et des doutes. Est-ce Oui, que tout c'est à vrai fait. ou c'est pas vrai? Et Effectivement. après, qu'ils soient des experts techniques pour pouvoir bien utiliser les technologies qui viennent de je ne sais pas où. Et après, je dirais même qu'ils soient des bons dirigeants d'industrie ou des bons politiciens Tout à qui fait. font les bonnes décisions. On ne parle pas pour le gouvernement suédois non plus, mais il faut prendre les bonnes décisions pour utiliser les technologies des confiances des pays qui sont des confiances. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Aujourd'hui, la prochaine guerre, c'est la guerre cognitive. L'écosystème cognitif des États qui va être changé. D'accord? Et j'aimerais bien aussi dire que, vous savez, les guerres prochaines ne vont pas se faire avec des avions de chasse 35 ou Sukhoi ou quoi que ce soit. Les guerres prochaines vont se faire à travers des algorithmes. C'est ma dernière question au général. J'aimerais bien sincèrement vous poser une question qui concerne donc le continent africain, cette dislocation en termes de vision, de perception technologique entre le South Global et le North Global. Le Maroc étant un pays qui a érigé les relations Sud-Sud comme une doctrine géopolitique, comment les relations Sud-Sud pourraient tirer bénéfice de cette diplomatie de Sa Majesté le roi Mohammed VI qui travaille d'une manière continue à l'échelle du continent africain, que ce soit sur les relations bilatérales ou multilatérales, que le continent africain pourrait avoir vraiment une autonomie stratégique ou bien un mot dans cette architecture ou cette matrice de la technologie du futur. Merci. Vaste question pour la fin. Je vais essayer de ne pas prendre une demi-heure pour y répondre, puisque le temps est compté. Le Sud, qu'est-ce que c'est? Si vous voulez, ça n'est plus le tiers-monde. Pour les plus anciens d'entre nous, mais je vois qu'il y a plein d'étudiants ici. Autrefois, quand j'avais votre âge, on nous parlait de tiers-monde. C'était un sujet à mon entrée à Saint-Cyr. Aujourd'hui, on ne parle plus de tiers-monde. On parle d'émergence. Et le Maroc est un pays non seulement émergent, mais quasi émergé. Est-il encore du Sud? Pas sûr. On parle aussi beaucoup de Sud global. Alors, le Sud global, c'est ce qui serait organisé autour des BRICS, autour de OPEP+, autour de l'Organisation de coopération de Shanghai. Là-dedans, je ne vois pas le Maroc. Et pourtant, quand vous écoutez les Russes, ils vous disent « c'est la majorité mondiale ». C'est pas vrai. Est-ce que le Sud, c'est ça? Non. Alors, comment le définir? Le Sud, c'est peut-être ce qui n'est pas l'Occident. Mais est-ce que l'Occident existe encore? Vaste débat et je ne vais pas rentrer dedans. Mais tout ça pour dire, vous parliez tout à l'heure de bouleversement géopolitique, madame, et vous avez raison. On est dans un monde de métamorphose et je trouve que le Maroc réussit à être un pont entre des puissances développées, autrefois occidentales, mais qui sont en train de réexaminer leur posture, et je pense notamment aux pays européens, et puis des pays du Sud, et pour le Maroc particulièrement, principalement l'Afrique. Ça fait plus de 15 ans que je viens à des conférences ici à Tanger, à Marrakech, à Rabat, etc., et que je vois votre évolution, et votre évolution diplomatique depuis 15 ans. Diplomatique et économique. Et donc, je vois que vous réussissez
vous les Marocains, et je suis très admiratif de ça, à être un pont d'abord vers vos frères, parlons des organisations sous-régionales, vos frères maghrébins de l'Union du Maghreb arabe, même si cette union est un peu en panne, on va dire ça gentiment, de la CEDEAO. J'ai évoqué le Nigeria tout à l'heure, mais la CEDEAO, le Maroc en fait maintenant techniquement partie, même s'il ne participe pas aux travaux, et puis au-delà sur le reste du continent. Mais vous avez des relations aussi évidemment avec les pays du Golfe, vous avez des relations avec l'Amérique latine, tout ça montre, et vous avez des relations avec l'Europe, tout ça montre que le Maroc, qui est finalement au carrefour entre l'Europe et l'Afrique, mais aussi la Méditerranée et l'Atlantique, a un rôle évident à jouer, et on parle d'émergence. Moi, je vois une émergence politique, économique et diplomatique qui est remarquable. Merci beaucoup. Merci mon général. Chers mesdames et messieurs, chers intervenants, chers participants, au terme de cette discussion riche et exigeante, une conviction s'impose. La sécurité du XXIe siècle ne se joue plus seulement sur les frontières physiques, mais dans les interconnexions qui structurent nos sociétés, nos économies et nos souverainetés. Nous avons entendu aujourd'hui des perspectives venues de plusieurs horizons, du domaine militaire comme du monde civil, des personnalités politiques. Toutes convergent vers une idée centrale. Aucune nation, quelle que soit sa puissance, ne peut affronter seule la menace hybride. La cybersécurité n'est pas un secteur technique, comme vous avez entendu. C'est une architecture de confiance, un pilier de stabilité, un investissement stratégique qui conditionne la résilience de nos États, la continuité de nos institutions, la protection de nos citoyens. Et l'échange d'aujourd'hui montre combien la complémentarité entre nos régions peut devenir une force. Je remercie nos intervenants pour la profondeur de leurs analyses et l'ensemble du public pour son attention et son engagement. Merci beaucoup.